Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire du vendredi 20 octobre 2017, il est 9h02. Alors aujourd'hui on va avoir un focus un petit peu plus précis sur les valeurs technologiques qui consolident, qui même se replient légèrement suite à la mauvaise annonce de Apple, qui à mon avis ne vous a pas échappé. Apple qui aurait réduit de moitié ses commandes d'iPhone 8 à ses fournisseurs. Donc tous les valeurs techno se replient. Tous les valeurs techno américaines, attention, ce qui n'est pas le cas pour les valeurs techno asiatiques qui se portent plutôt bien pour le moment. L'inflation canadienne qui est attendue aujourd'hui et qui est selon moi la statistique macro suivie par le marché, étant donné que ça fait déjà deux hausses des taux qu'on a eu de la Banque du Canada. Les deux hausses des taux ont été intégrées au prix, intégrées également aux indicateurs économiques, étant donné que la dernière hausse des taux c'était en septembre, en début septembre. Et donc on aura ce chiffre d'inflation publié aujourd'hui qui est par rapport au mois de septembre. Donc on aura cette inflation publiée tout à l'heure qui prendra en compte les deux hausses des taux. Voilà, donc ça sera particulièrement suivi. Ce que j'attends moi, globalement, c'est une hausse de l'inflation. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors bonjour à vous, Luc, Bruno que je salue également, un petit mot sur l'USD Yen suite au discours de la BOJ, très bien, Emmanuel que je salue également, Didier, Raymond de son image, ok c'est parfait, merci. Google va être meilleur, eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir. Phil, bien le bonjour à vous. Alors on commence tout de suite par l'avertissement légal sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, un rapide bilan des sciences américaines et des sciences asiatiques. Le DXY a perdu du terrain. Les les marchés actions américains qui ont marqué des nouveaux plus hauts et qui ont très légèrement progressé. On peut voir Dow plus 0,2%, S&P plus 0,03%, excusez-moi, et plus 0,02. Le rendement du T-Note qui a reculé, ce qui veut dire que le marché obligataire a été payé. Euh, et enfin, on a eu le yen. On a ce matin le yen, le gold qui recule. Donc le yen, suite au discours de la BOJ, encore toujours extrêmement accommodant. Le Nikkei qui progresse, le Hang Seng également, et le MSCI Pacifique donc qui recule. Donc on a un climat plutôt mitigé ce matin, honnêtement. On a eu à Wall Street, comme on l'a vu, une très faible progression, donc un très faible moteur. Et sur le marché asiatique, on peut voir que le climat est un petit peu pareil. Bon, certes, l'indice taïwanais rebondit par rapport à hier, étant donné que hier il était en baisse. Mais on regarde le Nikkei, il fait plus 0,04%. En même temps, c'est plutôt normal, dans le sens que le Nikkei fait son plus important rallye haussier depuis 1962, il me semble. On a 13 ou 14 séances de hausse consécutives, donc c'est juste énorme. Le Nikkei qui évolue à des plus hauts de plus de 16 ans, de plus de 21 ans, excusez-moi, depuis 1996 pour être précis. Donc voilà, c'est normal que le Nikkei commence à ralentir, qu'il y a une prise de bénéfice à l'approche des 22 000 points, et c'est ce que nous allons voir dans un petit instant. Alors, nous aurons ce matin 10h30 des chiffres liés au Royaume-Uni, donc surtout sur l'emprunt qui va donner une indication sur la consommation. Donc si on a une hausse des emprunts, ça devrait être bénéfique pour le GBP. Et enfin, donc 14h30, l'indice des prix à la consommation combiné avec des ventes au détail pour le Canada. Et ensuite à 19h, nous aurons une plateforme de forage en activité d'après l'entreprise parapétrolière Baker Hughes. Voilà, alors il y a un graphique que je voulais vous partager pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. C'est ce graphique qui représente l'USD Yen et le Nikkei sur 5 ans. Donc on peut voir, bon, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, c'est la même chose. Hein. On peut voir qu'il y a une corrélation qui est totalement parfaite, étant donné le taux d'ouverture du Japon extrêmement important, qui dépend, sa richesse est fortement et énormément produite à l'extérieur de son pays, étant donné que c'est un pays qui exporte énormément. Et donc forcément, le taux de change devient une constante extrêmement importante pour le commerce chinois. Déjà c'est important pour tous les pays, mais encore plus pour le Nikkei. Donc c'est pour cela également que il y a une politique monétaire accommodante et que le yen a tout intérêt à rester bas, tout simplement pour favoriser les exportations.
pour favoriser les exportations et donc soutenir le Nikkei. Par contre, on peut voir que à court terme, on a un petit peu on a un spread, hein, on a un écart qui s'écarte de plus en plus entre le Nikkei et l'USD Yen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le marché ne fait peut-être plus vraiment très attention, en tout cas moins attention au taux de change, mais plus dans entre guillemets un appétit pour le risque. On peut appeler ça également peut-être de l'euphorie, parce que c'est peut-être pas vraiment rationnel ce que nous avons là. Alors ça ne veut pas dire que le Nikkei va s'effondrer, hein. On aura peut-être un USDN qui va retabler, c'est que une spéculation sur une hausse du dollar. Peut-être que le dollar il est en retard, le marché paye du Nikkei, ou alors euh, le Nikkei va tout simplement consolider et l'USDN va revenir à la hausse. De toute façon, l'USDN, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt, enfin je vous l'ai dit hein, tout au long de la semaine, 114, hein, 114. Alors il me semble que c'est un petit peu le scénario, enfin scénario entre guillemets, depuis mercredi, quelque chose comme cela. Bref, on a eu la cassure de ce niveau-là. Alors voilà, l'USDN on a eu la cassure de ce plus haut, donc c'était voilà, c'était mercredi. Mercredi cassure, on a eu un pullback hier, et là on a un fort rebond ce matin, dû grâce à la hausse du dollar qui reprend 0,30% ce matin, en fait qui retrace l'intégralité probablement de la journée d'hier, et en plus de cela, on a plutôt un yen qui recule. Regardez l'euro yen plus 0,34, NZD yen, alors que le NZD c'est une devise, vous voyez qu'elle a chuté hier, comme on l'avait vu, hein. Donc le NZD yen qui progresse, le CAD yen qui progresse, l'AUD yen qui progresse, bref, on a le yen qui recule et l'USD qui progresse. Donc, la stratégie du jour, c'est probablement l'USD yen. C'est probablement l'USD yen qui offre la meilleure perspective. Alors en intraday, ça va être compliqué de vous donner une target vraiment intéressante. S'il y a un potentiel haussier, alors si je devais me positionner en intraday et seulement en intraday, je viserais les alors 113,80. Ça me semble assez élevé pour un total avec vous, mais c'est le seul point intermédiaire que je constate avant les 114. Mais de toute façon, en swing trading, c'est 114, donc entre 113,80 et 114, il n'y a pas grand changement. Certes, on est à la veille du week-end, euh, c'est peut-être un peu risqué de prendre des positions swing avant le week-end, mais bon, honnêtement, vu d'un point de vue d'analyse technique et fondamental, ça tend vers une hausse du dollar face à une baisse du yen. Donc, voilà, que ça soit sur du court, moyen terme, voire même long terme, l'USDN est plutôt, moi j'ai plutôt un opinion haussier. J'ai plutôt un opinion haussier, donc jusqu'à 114, et tout va dépendre de l'inflation PCE américaine qui sera publiée à la fin du mois, le 30 octobre. Mais selon cette inflation, eh bien on pourra même dépasser 114, venir chercher 115, voire même 117, 118 d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je suis haussier sur l'USD yen pour selon l'analyse technique et fondamentale qui est clairement bien les banques centrales, on a une divergence totale, hein. La politique monétaire de la Belgique est peut-être la plus accommodante existante, et celle de la Fed qui est la plus avancée dans un durcissement des taux. Donc on a vraiment deux opposés de banques centrales, ce qui devrait ressoutenir l'USD yen. Hop, hop, hop. Alors, l'USD4 peut-il toucher 1,2550 en intraday? Alors, comme vous l'avez compris, l'USD il est haussier, c'est la devise peut-être à acheter aujourd'hui. Alors, on regarde rapidement DXY donc haussier, l'euro dollar baissier, GBP USD baissier, NZD USD baissier, USD4. C'est l'USD, c'est la devise à acheter ce matin, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il peut atteindre 1,2550? Alors, 1,2550. Ça me semble possible. Ça me semble possible. Euh, Ça va être compliqué, mais si ça pas atteint aujourd'hui, ça sera atteint probablement dans les prochaines séances. Maintenant, attention parce que on a l'inflation canadienne. Moi personnellement, j'envisage une hausse, une accélération de l'inflation
Pourquoi? Eh bien parce que le pétrole a progressé 9% en septembre. Le taux de CAD, le taux US CAD et le taux Euro CAD, qui est, il me semble, ces deux premiers partenaires économiques, la zone euro et en premier bien évidemment les États-Unis, eh bien les deux taux de change sont restés stables alors qu'ils étaient tout en le CAD progressait tout au long de l'été. Donc quand une devise progresse, ça tend à réduire l'inflation. Là, il est resté stable et en plus de cela, on a eu un pétrole qui était haussier, qui a pris 9%. Dans le même cas, par exemple, le DXY qui était resté globalement stable en septembre, on a eu un pétrole qui avait pareil progressé 9%. L'USD, l'inflation américaine avait accéléré. Pareil pour le GBP, qui a été publié hier ou avant-hier. Voilà, donc moi personnellement j'envisage une accélération de l'inflation. Donc est-ce que ça va atteindre 1,2550 aujourd'hui? Que si l'inflation ralentit. Si elle ne ralentit pas, on n'atteindra pas les 1,2550. Par contre, peut-être que à court terme, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, peut-être que la semaine prochaine, ça sera atteint. Parce que le dollar, le marché devrait commencer peut-être à spéculer sur la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 2 novembre prochain. Prochaine réunion de la politique monétaire, pardon. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'on pourrait avoir un nouvelle vague de spéculation sur le dollar. Donc voilà. Et d'un point de vue donc de la configuration de chartiste de l'épaule tête épaule inversée, donc elle n'est toujours pas validée. Hein. Hier avant-hier on a eu un échec sous la résistance. On semble repartir à la hausse. Donc l'épaule tête épaule inversée elle n'est pas annulée, hein. C'est juste qu'elle n'a pas été confirmée hier. Donc moi je reste neutre. Je reste neutre tant qu'on n'a pas la cassure. Voilà. Je reste neutre tant qu'on n'a pas la cassure de la ligne de coup. Et le scénario reste le même, c'est-à-dire que si on a la cassure, eh bien le scénario il sera haussier jusqu'à 96 points environ. Et tant qu'on a l'échec, je resterai neutre pour une consolidation, voilà, une consolidation comme vous l'aurez compris dans ce range sur du moyen et long terme. Voilà. Maintenant, si je devais acheter une paire, si je devais, acheter le dollar, face à quelle devise ça serait ce matin? Alors, on va regarder ça ensemble. Le yen me semble particulièrement baissier, donc c'est peut-être la devise à shorter aujourd'hui. Donc le yen baissier, NZD yen baissier, euro yen baissier, CAD yen, enfin le yen baissier ici, pardon. Baissier, baissier. Donc c'est baissier le yen et voilà. Donc l'USD yen c'est vraiment la devise. Pour moi le trade du jour. Le trade de swing trading, voilà, peu importe. De toute façon, hier, on s'était rentré à l'achat au mauvais timing dans la journée, hein, étant donné qu'il n'y a qu'un webinaire par jour. Enfin, de ma part, forcément, il n'y a que une chance dans la journée pour rentrer dans le marché. Donc, le SDN, on est rentré aux alentours des 113 et c'est direction 114. 114 voire même plus haut. Attention, si le cours atteint 114, on refera un état de l'analyse technique et fondamentale, mais probablement que ça repartira jusqu'à 115. Voilà. Donc, si ça vient à 114, une possibilité d'un point de vue money management, c'est de clôturer 50% de la position, remonter le stop au point d'entrée, comme ça, on n'a plus de risque, on n'a plus aucun risque de perte, et ensuite laisser courir la position jusqu'à 115, voire même beaucoup plus haut. Tac tac. Alors bonjour à tous. Voilà, j'ai beaucoup de personnes. Alors bonjour à toutes et à tous. Hein, je salue tout le monde. Tac. Luc qui nous dit les 3 sorcières aujourd'hui. Alors je regarde cela. Vendredi, troisième vendredi, exactement 3 sorcières. 3 sorcières. Bon, on ne devrait pas avoir vraiment beaucoup de changements sur les 3 sorcières aujourd'hui. En tout cas sur les indices européens, étant donné qu'ils sont restés stables depuis maintenant plusieurs semaines, donc on ne devrait pas avoir beaucoup de rééquilibrage des marchés. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. AUD, NZD, pourquoi y a-t-il autant de volatilité hier? Presque vous en pensez. Alors Franck, il y a eu deux choses qui sont passées hier. On a eu le gold qui a rebondi. Et le gold, comme vous savez, il est corrélé à l'AUD. Et il a rebondi de 0,78%, ce qui est quand même assez énorme. Et de l'autre côté, on a le NZD. Donc comme je vous l'avais dit hier matin, le NZD, on a eu une coalition qui s'est formée. Donc le parti nationaliste a été mis de côté et c'était le parti qui si il arrivait à former une coalition avec l'un des grands partis,
eh bien, le marché aurait spéculé sur une hausse des taux parce que le Parti nationaliste est favorable à un durcissement de la politique monétaire. Donc on a eu le Parti nationaliste qui a été écarté, et donc forcément le dollar néerlandais c'est entre guillemets écroulé. Alors c'est peut-être un grand mot, mais voilà, il s'est fortement déprécié hier, et donc on a eu vraiment un comment dire, l'AUD NZD qui était entre un étau entre la hausse du gold suite en bonne statistique chinoise et la baisse du NZD à cause du Parti nationaliste. Donc on a eu à la UNZD une cassure de ce triangle. Maintenant, est-ce que c'est exploitable? Moi, ça me semble un petit peu trop politique et pas vraiment rationnel. Donc voilà, difficile de payer déjà la UNZD à ce niveau de prix. Si il y a une stratégie haussière, alors elle sera jusqu'à 1,1330 environ. Mais voilà, le payer maintenant, ça me semble un petit peu risqué. Voilà. Maintenant, si le cours revient sur cette oblique, pourquoi pas? Si le cours revient à cette oblique, pourquoi pas? Là, j'y réfléchirai. Mais le payer, là, on est au milieu de nulle part. Donc, en termes de ratio risque-rendement, je ne vois pas vraiment d'opportunité très intéressante. Donc, je préfère le mettre de côté, bien qu'on ait eu voilà, c'était plus 2,33% sur un taux de change en une journée. Vous imaginez qu'une devise s'apprécie de 2,33%, c'est juste énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, l'euro-dollar, donc l'euro s'apprécie de près de 15% depuis le début de l'année face au dollar. 15% alors que l'AUDNZD on fait 2,33 en un jour. 2,23 en un jour. Donc, voilà, c'était extrêmement volatile hier. Ceux qui étaient sur l'AUDNZD, eh bien, l'ont très bien vu. Alors on continue sur les paires majeures. L'euro-dollar, consolidation, tant que l'épaule tête épaule inversée du DXY n'est pas validé, c'est une consolidation. Consolidation entre quoi? Eh bien entre 1,17 et cette moyenne mobile à 50 jours. 1,1860, 1,1870, voilà. C'est une consolidation dans cette zone-là. Voilà, donc en haut, faut envisager la baisse, et en bas, faut envisager le rebond. En tout cas, tant que l'épaule tête épaule inversée du DXY n'est pas validée. Si elle est validée, c'est direction 1,15. De toute façon, moi, je suis toujours baissier sur le dollar, sur du moyen long terme. Je pense qu'un pullback à 1,15 est nécessaire. Donc, voilà, personnellement, je suis baissier sur du moyen terme. Quand je dis moyen long terme, c'est de l'horizon 2-3 mois. Voilà, d'ici la fin de l'année, je pense que l'euro dollar ira chercher un 15 à cause des divergences monétaires des banques centrales. Le GBP, donc le GBP il est baissier, GBP baissier. Le RSI va revenir sur ce niveau de support et c'est ce niveau-là que je vais surveiller. Parce que, comme vous le savez, il n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Donc si le GBP revient, certes, il y a un risque qui clôture en dessous, mais voilà, d'après l'analyse technique, un support, il y a plus de probabilité qu'on ait un rebond dessus. Donc si le RSI revient sur ce support-là, si le momentum revient vers voilà, ce niveau, ça sera le moment de se poser des questions pour passer à l'achat. Le NZD-USD 0,70 atteint, où est-ce qu'il va aller? Bon, écoutez, moi je pense qu'il y aura une stabilisation. Peut-être que le dollar va continuer à faire pression. S'il continue à faire pression, ça sera jusqu'à 0,6930. On a peut-être une poursuite du repli jusqu'à 0,6930. Après, beaucoup plus bas, ça me semble un petit peu, voilà, un petit peu risqué, comme je vous le dis. Hein. On a la banque centrale quand même de la Nouvelle-Zélande qui est relativement proche d'un durcissement de la politique monétaire. Donc, voilà, je resterai prudent quand même sur les positions vendeuses du NZD. Parce que lorsque on aura de nouveau la spéculation, dès que ça va revenir, dès que le risque géopolitique sera, dès que le risque politique sera atténué, on aura les fondamentaux qui reprendront le dessus et le NZD sera probablement le prochain rallye haussier. Franck qui nous dit 113,50 est pas mal aussi. Alors oui, USDN 113,50 c'est pas mal aussi en intraday. Alors l'USD-CHF, François. Alors moi l'USD-CHF hier, hein, on a eu avant-hier, c'était mercredi, on a vu la cassure, la moyenne mobile à 200 jours. C'était le moment où on a dit que voilà, fallait passer à l'achat. Bon, forcément, hier on a eu un repli sur le DXY, donc toutes les paires en dollars se sont repliées, se sont contractées. Rebond sur la moyenne mobile à 20 jours, ça repart à la hausse. L'objectif c'est le même, c'est la parité à cause des divergences monétaires.
on a le franc suisse qui est encore très loin, la BNS qui est encore très loin d'un durcissement des taux, pas avant a priori 2019, donc on a encore vraiment une marge de progression. Et la Fed, eh bien, moi je table sur une spéculation qui va s'accentuer dans les prochaines semaines. Et donc si la spéculation continue, reprogresse, parce que pour moi elle est stable à 80% de probabilité d'une hausse des taux de la Fed pour décembre, si elle réaugmente, on aura une nouvelle spéculation. Voilà, donc moi je table sur une amélioration, enfin une augmentation, une accélération de la spéculation pour une hausse des taux de la Fed en décembre. Et donc l'USD sera soutenu. Il sera soutenu. Alors je vais regarder simplement un graphique. Alors l'USD yen comparé. Voilà, donc comme vous savez le CHF. Le CHF c'est une devise refuge. C'est une devise refuge tout comme le tout comme le yen. Alors forcément ils sont pas corrélés à 100%, hein, ce qui est ce qui est plutôt logique, mais on peut voir quand même qu'il n'y a pas de corrélation qui est négligeable. Voilà, elle est quand même assez présente cette corrélation positive. On peut voir que quand on a des valeurs, enfin que l'évolution est comment dire similaire. On a une aversion pour le risque, on a le yen et le CHF qui progressent. Après on a des bruits qui sont formés par les statistiques macroéconomiques et les banques centrales. Mais on peut voir quand même qu'on a des tendances communes. Et là, on peut voir clairement que la corrélation s'est fortement accentuée depuis le début de l'année. Donc voilà. Dans le sillage de la baisse du yen, c'est le CHF qui devrait également baisser. Donc voilà pourquoi l'USD-CHF, je suis haussier. Et c'est pour cela également que acheter l'USD yen et vendre l'USD-CHF, par exemple, n'est pas une bonne stratégie parce que ça revient un petit peu. Bon, bien évidemment, la corrélation n'est pas 100% positive, mais voilà, c'est un petit peu tradé dans deux sens opposés. Voilà, donc l'USD-CHF, tout comme l'USD-Yen, je suis haussier. Et pour BCE, hausse des taux pas avant 2019. Oui, Luc, hein, la hausse des taux, ça sera pas, à mon avis, hein, ça ne sera pas avant 2019. Déjà, la première chose à évacuer, c'est le quantitative easing. Hein. C'est ce programme d'assouplissement quantitatif de 60 milliards dorénavant d'euros par mois. C'est la question qui est attendue jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est la prochaine réunion de la BCE, prochaine réunion monétaire, et le marché attend beaucoup d'informations sur le futur du quantitative easing de la BCE. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, une réduction. Est-ce qu'il y aura une réduction du QE? C'est ce que le marché s'attend. Parce que le marché spécule depuis le début de l'année sur la hausse de l'euro. Hein. On l'a vu, l'euro c'est la devise la plus forte depuis le début de l'année. C'est la devise qui a progressé de 15% face au dollar. Donc voilà, il y a une spéculation depuis la hausse des taux, depuis le début de l'année. Et donc euh, s'il euh, s'il n'y a aucune nouvelle mesure qui est prise par la BCE, l'euro se dégradera, à mon avis, fortement. Et les flux repartiront. Les flux, attention sur le forex, repartiront probablement sur le dollar. Donc voilà, l'euro, la première question à ce que la BCE devra répondre, c'est le quantitative easing, peut-être qui sera divisé par deux et qui sera, à mon avis, maintenu pendant encore plusieurs mois. Donc voilà. La réduction, donc, c'est intégré dans les cours. Oui, voilà, c'est intégré dans les cours. Le marché a pas mal spéculé. Donc, c'est intégré dans le cours. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Quoique, attention, parce qu'on l'a vu depuis, euh, depuis la fin de l'été, les moindres, pardon, le moindre discours rassurant de la BCE, de Mario Draghi, a un impact positif sur la monnaie unique. On n'a pas eu vraiment de discours qui a déçu le marché. Alors que, eh bien, la BCE n'a pas vraiment été très très optimiste, on va dire n'a pas vraiment donné, comment dire, oui, n'a pas été optimiste tout simplement sur ses derniers discours. Elle a été vraiment prudente sur son message, sur son ton et sur le vocabulaire utilisé. Et pourtant, l'euro tendait à progresser pendant la journée. Donc
on ne sait pas comment le marché va réagir. Le marché attend beaucoup, mais peut-être que la moindre mesure sera interprétée comme le début d'un durcissement de la politique monétaire. Et dans ce cas-là, on aura une progression. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché attend beaucoup d'informations par rapport au QE. Donc, affaire à suivre, comme nous dit Luc. Bonjour, comment mesurer la volatilité intraday sur une devise? En quelle unité de temps peut-on en comparer deux unités de temps? Alors, la volatilité en intraday, alors, en indicateur qui va mesurer la volatilité intraday, je ne connais pas. Mince. Alors, en intraday, je ne sais pas vraiment. Personnellement, honnêtement, la volatilité en intraday, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. On va se mettre en 1 heure. Voilà. Bon, elle est là. Volatilité, volatility, je ne sais pas ce que ça vaut honnêtement. Je ne connais pas la formule, donc je ne saurais vous dire comment la courbe évolue. Mais en tout cas, bon, tac, on a une hausse ici. Bon, je ne sais pas ce que vaut cet indicateur-là. La volatilité en intraday, honnêtement, je ne vois pas vraiment à quoi elle sert. Bon, la volatilité en intraday, comment elle se répartit? Eh bien, déjà à l'ouverture et à la fermeture de chaque session. Donc séance asiatique, séance européenne, séance américaine, chaque ouverture et fermeture, et lors des grandes statistiques macroéconomiques, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'elle se répartit la volatilité. Elle n'est pas vraiment fixe à part lors des horaires des séances. Mais sinon, voilà, tout dépend des chiffres macro qui ressortent et des discours des banques centrales. Voilà. Par contre, oui, en daily ou en weekly, ça a tout son intérêt, surtout en journalier. La volatilité a tout son intérêt euh, parce que une bougie journalière indique beaucoup plus d'informations qu'un graphique journalier. Parce que qu'un graphique horaire, pardon. Parce qu'un graphique journalier, c'est 3 séances de trading, c'est une journée, c'est les séances de trading du globe. C'est l'Océanie, c'est l'Australie, c'est l'Europe, c'est les États, c'est les Amériques. Donc, on a beaucoup plus d'informations. Si la volatilité augmente sur une journée, ça veut dire que la volatilité est supérieure concrètement par rapport à hier, donc ce qui est plutôt normal, et surtout les séances. Parce que parfois on pourrait, par exemple, on pourrait avoir en une journée, sur graphique horaire, une hausse de la volatilité à 1 heure et ensuite une baisse. Et donc en fin de compte ça compense. Vous voyez? Ou une hausse pendant le sens asiatique parce qu'il y avait quelque chose qui arrivait et c'était à plat sur la séance européenne. Vous voyez donc en horaire, il n'y a pas vraiment de signification. Alors qu'en journalier, c'est toutes les séances. Donc dès qu'on a une hausse de la volatilité sur un jour, ça veut dire que le marché s'agite. Alors que sur 1 heure, bon, le marché s'agite, mais de façon temporaire, et ça se trouve, c'est que à cause de l'inflation chinoise. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de, de signaux vraiment solides sur la volatilité horaire. Alors MACD, ça ne présente pas de volatilité, euh, bien que donc MACD c'est 2 moyennes mobiles, hein. C'est le spread de 2 moyennes mobiles. Donc alors en fait vous pouvez, c'est pas l'indicateur de volatilité le MACD, mais vous pouvez l'utiliser dans le sens que quand un cours va être volatile, les moyennes mobiles vont avoir tendance à s'écarter. Quand il y a peu de volatilité, on le sait, les moyennes mobiles se rapprochent. D'accord? Donc à la rigueur, bon MACD, euh, oui, ça peut être utilisé entre guillemets pour mesurer la volatilité, dans le sens que si on a le MACD qui s'écarte, si on a la courbe qui augmente, c'est-à-dire qu'on a un spread, un écart entre les deux moyennes mobiles qui augmente, et donc c'est parce que la volatilité en général augmente. En général, hein, je dis bien, c'est pas une règle 100% vraie. Voilà. Donc oui, ça peut être, MACD peut être utilisé pour donner des indications un petit peu sur la volatilité. Par exemple, euro-dollar, on voit bien. Alors, pas mal de questions. Alors, tac tac tac, oui, on a un retracement d'ennui et hausse dans ce jour. Voilà, exactement, Philippe. En intraday, c'est pour ça qu'en intraday, on a beaucoup de bruit. Et plus vous utilisez une unité de temps
de long terme et moins vous aurez de faux signaux. Peut-être des volumes pour la volatilité. Alors c'est pareil Franck, volume volatilité, il y a une corrélation, mais c'est pas 100%. C'est pas parce qu'il y a une hausse des volumes qu'il y en a une hausse de la volatilité. Alors généralement si, mais par exemple c'est pas parce qu'on a des faibles volumes qu'on n'aura pas de volatilité. Vous voyez l'inverse. Donc c'est pas parce qu'on a des faibles volumes qu'on aura pas beaucoup de volatilité. Parce que sinon, si on regarderait l'euro-dollar et le bitcoin, vous doutez bien que le volume est beaucoup plus important sur l'euro-dollar, peut-être 100 fois plus important sur l'euro-dollar que sur le bitcoin, voire même 100 fois, non même beaucoup plus, ça doit être 400 fois plus important que le bitcoin, et pourtant le bitcoin, vous savez, tout comme moi, qu'il est beaucoup plus volatile, peut-être pareil, 200 fois plus volatile que l'euro-dollar. Voilà, donc volume volatilité, oui, il y a une cause de lien à effet, mais pareil, c'est d'un point de vue général et c'est pas une règle à 100%. Alors, est-ce que le GBP USD va retourner à 1,30 de la part de François? Alors oui, possible. Honnêtement, vu le positionnement du GBP, regardez, le GBP il baisse face à l'euro. Ah non, pardon, c'est l'euro qui baisse après avoir atteint 0,90. Mais vous voyez que pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, il était haussier. Il a cassé la moyenne mobile à 50 jours. C'est dommage qu'il n'a pas vraiment cassé 0,90, sinon on aurait eu un beau signal d'achat direction les 0,9150. Mais bon, on a vu l'euro GBP, il était haussier, ce qui veut dire que le GBP sous-performait l'euro. Et sur le GBP USD, eh bien, il est également baissier. Il est également baissier. Donc on voit bien clairement que le GBP peut être qui est en tendance baissière à court terme. Maintenant, est-ce qu'il va atteindre 1,30? Ça me semble assez bas. Déjà, s'il atteint 1,3070, ça serait très intéressant. Faut pas oublier que le RSI arrive sur un niveau de support. Donc peut-être que cette marge du RSI peut se transformer en une baisse de 1,30, mais rien de sûr. Voilà. En tout cas, si je devais avoir un scénario baissier à court terme sur le GBP-USD, il serait jusqu'à 1,3070. Et si on a une clôture en dessous des 1,3070, alors oui, 1,30. Voilà, alors on passe sur les marchés actions. Le DAX, alors les marchés actions européens qui ouvrent à la hausse, tac. Alors le Nikkei qui se rattrape, qui se rattrape depuis la séance, depuis quelques heures. L'Eurostoxx qui progresse, qui est bah voilà, la moyenne mobile à 20 jours, c'est la moyenne mobile qu'il faut payer. Donc là ce matin on était sur un niveau de prix très intéressant à 3600 points. Il me semble, c'est même sûr que c'était le niveau à payer que j'avais indiqué hier. Donc voilà, pour ceux qui ont payé 3600, l'objectif à court terme, si vous êtes à court terme, c'est le précédent plus haut à 3622. Maintenant, à moyen long terme, je pense concrètement, si on regarde la situation d'un point de vue, si on sort un petit peu des codes, si on oublie un petit peu tout ce qu'on a analysé depuis le début de ce webinaire, depuis le début de la semaine, on prend un petit peu de la hauteur sur la zone euro. On a quand même des indicateurs économiques qui s'améliorent, qui tendent à s'améliorer et qui sont amenés à s'améliorer au vu de la politique monétaire de la BCE. Ensuite, on a quand même les tensions Catalogne, entre la Catalogne et l'Espagne qui, bon, bien évidemment, ils inquiètent la zone euro, mais d'un point de vue moyen long terme, bon, c'est de la spéculation, mais c'est peu probable quand même que nous ayons une indépendance de la Catalogne. En tout cas, le marché obligataire, c'est ce qu'il pense, étant donné que le marché obligataire, le spread entre le Bund et l'espagnol, et le taux espagnol, se recontracte de nouveau. Donc le marché a de moins en moins d'inquiétude face au risque espagnol. Donc voilà, après faut pas le négliger non plus, faut pas foncer tête baissée et voilà utiliser un levier de sang sur les marchés actions européens, c'est pas ce que je dis, mais voilà, en tout cas la situation espagnole, je pense qu'elle va s'améliorer, donc on devrait avoir un nouveau climat de confiance qui va s'installer en zone euro. En plus, nous avons un sommet européen qui a lieu depuis hier et qui continuera jusqu'à aujourd'hui, qui devrait parler donc les leaders européens, donc les présidents, gouverneurs, peu importe, qui vont parler de la défense, de la taxation des GAFAM, etc. Enfin, etc., etc. Donc, on devrait avoir un panel de mesures qui pourrait recréer du leadership en zone euro et qui pourrait soutenir la confiance. Bon, parce que les marchés actions, c'est que la confiance. C'est que la confiance dans une zone économique. Donc la confiance, pour moi, sur une perspective de moyen terme, je la vois plutôt à la hausse en zone euro.
je la vois plutôt s'améliorer. Donc, pour moi, moyen long terme, ça ne fait aucun doute que l'Eurostoxx ira chercher les 3700 et voire même ira chercher les 3800 d'ici peut-être la fin de l'année. Déjà, s'il vient chercher 3700, ce sera bien. Je pense que concrètement, dès que le risque espagnol sera effacé, si par exemple demain on n'entend plus parler, il n'y a plus de risque de scission entre l'Espagne et la Catalogne, si on n'entend plus parler, on aura un reflux des capitaux. Déjà, alors c'est depuis le mois dernier, la semaine dernière. Puis la semaine dernière, il y a un reflux de plus d'1 milliard qui est venu sur les marchés de la zone euro, sur les marchés actions de la zone euro. Donc voilà, on a quand même, selon moi, je pense, une perspective haussière sur du moyen terme. Donc la moyenne mobile à 20 jours, elle est intéressante. Elle est intéressante, 3600, ça se paye. Le DAX, on continue. Le DAX, bon, la moyenne mobile à 20 jours, elle est un peu plus loin. Pourquoi dire? Parce que le DAX est l'un des seuls indices qui a les dividendes réinvestis. Donc forcément, il se voit un petit peu mieux soutenu. Alors que le CAC, et vous savez, c'est CAC, Eurostoxx ne sont pas avec dividendes réinvestis. Si on prend les dividendes réinvestis, le CAC fait mieux que le DAX hein, depuis le début de l'année, ou même depuis 2 ans. Voilà, donc le DAX, les 13 000, ça semble être un niveau qui se paye. Ça semble être un niveau qui se paye. Maintenant, on peut voir que le RSI est sous une résistance, donc attention sur le DAX qui est peut-être dans une zone d'excès. Alors que le CAC, on peut voir qu'il respire un peu plus, et la moyenne mobile à 20 jours, elle était un peu plus voilà, brouillon hier, mais on peut voir quand même qu'elle se paye, hein. Elle se paye cette moyenne mobile à 20 jours, tant que la tendance elle est haussière. Là, on n'est que dans une phase de consolidation, ce qui permet au cours de respirer. Voilà, donc moi je suis aussi sur le CAC, sur du moyen terme, direction les 5500. À court terme, bien c'est la moyenne mobile à 20 jours qu'il faut payer, et le plus haut, donc à 3580, 5000, pardon, 5385, c'est la prise de bénéfice. La Ibex, voilà, qui rebondit ce matin. Alors pour faire un rapide point sur la Catalogne, à mon avis vous le savez déjà, hein, mais donc voilà, le gouvernement euh, espagnol est en train de procéder à la prise de gouvernance de la région Catalogne. Donc la Catalogne n'aurait plus son autonomie. Vous savez que chaque région Catalogne a une part d'autonomie. Donc a priori Madrid, le gouvernement catalan, le gouvernement pardon espagnol reprendrait la gouvernance totale de la région, enfin, presque totale. Donc c'est l'article, il me semble, 155 de la Constitution espagnole qui devrait être voté euh, qui est appelée à être votée samedi, mais il me semble qu'elle ne pourra pas être votée avant la fin du mois. Voilà, donc on a encore un tout petit peu de temps, mais en tout cas on voit euh, que les tensions augmentent. Et du côté de la Catalogne, eh bien le parti indépendantiste a envoyé une lettre en avertissant que si on avait une prise de gouvernance, eh bien voilà, le parti serait prêt à prendre son indépendance, de déclarer l'indépendance de la Catalogne. Voilà, donc on a toujours des tensions, mais c'est un petit peu les dernières nouvelles que nous avons à ce sujet. Tac, tac, tac. Alors Philippe, ça vient d'où les infos sur les capitaux? Alors, les infos sur les capitaux, alors il y en a pas mal, hein. Il y a Bloomberg, mais bon, Bloomberg, vous n'y avez pas accès. Euh, Nous, on a Bloomberg, bien évidemment. Donc on a des informations comme Reuters, Bloomberg et des informations, bien évidemment, de sources externes. Qui nous parviennent donc voilà on a quand même d'un point de vue particulier alors où chercher ces informations là les reflux faut les faire manuellement concrètement faut regarder les capitaux comment ils évoluent alors je ne sais pas sur les sites internet comme ça je ne sais pas je ne pourrais pas vous donner d'indication où les trouver par contre sur Bloomberg sur Reuters payant hein, bien évidemment pour les professionnels il y a toutes ces informations là donc voilà.
Pourquoi tout ce cinéma médiatique hier sur le crash de 1987? Absurde, non? Alors en fait, c'était pas vraiment, c'était juste l'anecdote. C'était un cinéma, le Black Monday. Alors le Black Monday, moi j'ai écrit un article dessus hier euh, que j'ai pris beaucoup de temps à lire. Donc si vous voulez le lire, c'est juste pour une question de culture, hein. Euh, voilà. En fait, la question qui se pose sur Black Monday, qu'est-ce qui s'était passé en fait rapidement? Eh bien, le 19 octobre 1987, on a eu un crash sur le Dow Jones qui, en une séance, le Dow a perdu 22%, plus de 22%. Imaginez en une séance, hein, 22%, c'est énorme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y avait une bulle. Il y avait une bulle qui a été créée par le surendettement des États-Unis suite aux deux chocs pétroliers. Donc, suite aux deux chocs pétroliers qui avaient eu lieu, eh bien, les États-Unis ont inondé le marché de liquidités, euh, ce qui avait fait rentrer les marchés actions dans une bulle. Et ça avait éclaté l'an 1987. Et c'est un petit peu l'histoire, hein. En tout cas l'environnement, c'est un petit peu ce que nous avons en ce moment. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les banques centrales qui inondent le marché. On le voit, hein, le marché obligataire est à des plus hauts. On a des taux qui sont presque dans le négatif. On a des rendements obligataires qui sont extrêmement bas. On voit qu'on a une corrélation entre les bilans des banques centrales et le S&P, enfin en tout cas avec les marchés actions. Euh, donc voilà, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que, étant donné que les banques centrales commencent à durcir leurs taux, la Fed, la Banque du Canada, bientôt, à mon avis, la RBNZ, etc., etc., étant donné qu'on a un durcissement qui est à venir de la part des banques centrales, ça pose, alors je ne dis pas qu'il y aura un crash, hein, je ne dis pas ça du tout, et vous connaissez mon opinion sur les marchés actions, donc je suis loin de dire qu'il y aura un crash, mais en tout cas, ça pose des interrogations. Ça pose des interrogations, étant donné que l'on sait que l'histoire se répète. Sur les marchés financiers, l'histoire se répète. Donc, voilà. C'est juste, encore une fois, une prudence qu'il faut prendre. Pour moi, on n'a pas de retournement, la tendance est haussière et je reste haussier sur les marchés actions. Je reste haussier sur les marchés actions, donc voilà. Pour moi, DO c'est direction 24 000. Maintenant, on voit quand même qu'on a des indicateurs qui arrivent en surchauffe. Mais comme je l'ai dit, tant que on a une tendance qui ne s'inverse pas, moi personnellement, je resterai haussier avec un potentiel haussier sur les marchés actions. Regardez, si on regarde d'un point de vue hebdomadaire sur un graphique logarithmique, voilà, quand même, Vanilla Staking qui est clairement joli. Le RSI, là, c'est un plus haut depuis 1995, cette résistance-là. Donc voilà, simplement, on a des clignotants qui sont en orange, voilà, qui clignotent en orange. C'est juste pour dire attention. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter? Non. Moi, je ne suis pas du tout en opinion à shorter, à dire que voilà, les marchés vont s'effondrer. Non, je ne suis pas du tout sur ce niveau-là. Voilà. Donc pour moi, je suis toujours aussi sur les marchés actions. Et ce Black Monday, c'était juste pour un petit peu, je pense, faire un état du marché et voir qu'il y avait quand même des similitudes entre 1987 et aujourd'hui. Maintenant, voilà, c'était, oui, il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Mais bon, voilà, comme nous dit Philippe, on verra bien, tout simplement. Écoutez, voilà, hein, voilà. Et Bear Trap, oui. Alors, Philippe qui nous dit c'est vraiment incroyable Bear Trap, oui. C'est pour cela que la clôture, pour moi, les prix de clôture sont les indications les plus importantes. Au-delà des mèches, c'est les prix de clôture pour moi qui sont les plus intéressants parce que les prix de clôture, c'est la clôture, c'est le point final. Voilà. Exactement, Philippe. Dommage pour les bears. Voilà. Exactement. J'ai pas joué la baisse, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'on a tendance que quand on voit les marchés actions qui se replient, les marchés actions américains en ce moment, quand ils se replient de plus de 0,5% en une journée, on entend ça y est, c'est une bulle, elle est en train d'exploser, etc., etc. C'est vrai que pour ceux qui sont sur Twitter, dès qu'on a un Dow ou un S&P qui retrace 0,5% d'intraday, c'est presque la fin du monde. En tout cas, c'est un petit peu ce que je constate sur Twitter. Et au final, le prix de clôture n'est pas à 0,5%. Ou alors ça arrive peut-être une fois. Voilà, la dernière fois que ça s'est arrivé, ouais, sur le dos, c'était 0,79, c'était le 5 septembre. Voilà, 5 septembre. Et là, on avait quand même pas mal d'inquiets. Enfin, le marché était inquiet.
Donc voilà. Bref, on a un marché action qui est orienté à la hausse et donc les stratégies acheteuses sont toujours bien d'actualité. Par contre, le truc intéressant avec cette analyse technique et avec ces indicateurs qui sont entre guillemets dans l'orange, c'est que par contre, ceux de la zone euro ne le sont pas. Ceux de la zone euro sont loin quand même d'être en surchauffe. Et donc, si on a une surchauffe aux États-Unis, ça va profiter aux indices de la zone euro qui vont, eh bien, les flux vont revenir sur le marché. Ils vont un petit peu s'équilibrer. Voilà. Bon, écoutez, moi, ce sera tout pour ce point de marché. On a pris quand même pas mal de temps, 47 minutes. Je n'ai plus rien à rajouter. L'or, je vais faire rapidement un petit point dessus. Hein. L'or, on a un niveau de support à 1980 qui devrait résister à court terme. Alors, précisément, niveau de support à payer à court terme, c'est les 1280. Voilà, 1280. C'est le niveau à payer à très court terme. Et le pétrole, bien le pétrole, voilà, toujours sous cette oblique. Le scénario reste le même. Tant qu'on n'a pas de cassure de cette oblique, ça peut paraître évident hein, ou bête, mais tant qu'on n'a pas de cassure, l'analyse technique indique une oblique baissière, eh bien, faut vendre sous l'oblique. Donc voilà. La stratégie, elle est baissière sous cette oblique. Et ce que j'envisage, c'est un range. Et ensuite, lorsqu'on aura une cassure, on pourra anticiper une position acheteuse jusqu'à 55 $, étant donné que tous les marchés regardent cette oblique. Donc dès que on aura la cassure, tous les marchés réagiront à la hausse à cette cassure. Voilà, mais tant qu'on n'a pas la cassure, eh bien faut vendre sous cette oblique. Voilà, donc ça sera tout pour ce point de marché. Merci à vous pour votre attention. Ah, oula, j'ai des nouvelles questions qui sont arrivées. Didier, niveau d'entrée USD Yen. Alors niveau d'entrée maintenant, je pense que c'est plus possible de rentrer maintenant. On est à 113,32, c'est relativement proche. Bon, pourquoi pas à long terme pour viser 115, mais sinon, ça me semble assez compliqué. Alors Nicolas bon GBP, je reviens au début de ce que je dis au webinaire, GBP comme je l'ai dit, GBP USD, le RSI devrait revenir sur son niveau de support qui n'a pas dépassé depuis le début de l'année. Donc si le RSI revient sur ce niveau de support, vous voyez qu'il a quand même eu un joli rôle depuis le début de l'année, eh bien ce sera le moment de passer à l'achat. Le GBP Yen. Le GBP Yen, tac tac tac. Bien écoutez, le GBP Yen, on a deux devises qui sont plutôt faibles en ce moment, le GBP et le Yen, ce qui fait une consolidation. Donc moi je suis neutre sur le GBP Yen. À moyen terme, je suis plutôt haussier, mais à court terme, voilà, c'est neutre, étant donné que le GBP et le Yen sont en prise de bénéfice. Quand vous dites les flux vont s'équilibrer, c'est-à-dire que les investisseurs US vont replacer des fonds sur l'euro au détriment des States, etc. Philippe. Exactement, Philippe. Donc, étant donné que le marché est vraiment focalisé sur les US avec des nouveaux records tout le temps, quand il va y avoir une vraie surchauffe, les marchés, donc, ils vont rester très évalués sur les États-Unis, mais on devrait avoir pour compenser le risque, pour pas mettre les œufs dans le même panier, étant donné que les indicateurs clignotent de plus en plus dans l'orange, eh bien il y a des flux qui vont passer des États-Unis en zone euro. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour davantage d'actualités. Et sinon, nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le prochain webinaire. Merci à vous et excellente journée et excellent week-end.